dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de cette presse, évidemment les réactions à cette réunion hier au Royaume-Uni des principaux dirigeants européens en présence du président ukrainien. Tout cela 2 jours après cette rencontre pour le moins houleuse avec Donald Trump et J.D. Vance. Oui, ce matin, le Financial Times, le quotidien britannique, évoque une tentative européenne désespérée pour sauver les espoirs de paix en Ukraine et un plan incluant une trêve initiale d'1 mois avec la Russie, dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Le deuxième volet de ce plan prévoyant la signature d'un accord entre l'Ukraine et les États-Unis sur les minerais ukrainiens, ce qui offrirait à Washington un intérêt économique à un éventuel accord de paix. Dans un entretien au Figaro, le président français Emmanuel Macron appelle les membres de l'UE à investir massivement dans l'Europe de la défense, dont il veut faire d'ailleurs l'enjeu central du sommet extraordinaire européen prévu ce jeudi. Le président dit vouloir donner mandat à la Commission européenne d'utiliser des financements innovants, soit des emprunts communs, soit le mécanisme européen de stabilité, pour lever, je le cite, des montants considérables, soit 200 milliards d'euros dans un premier temps. Autrement dit, Emmanuel Macron irait chercher à Bruxelles l'argent qui manque à la France, de nouveau averti par une agence de notation en fin de semaine dernière. Le chef de l'État qui n'évoque pas, en revanche, la possibilité d'utiliser les quelques 250 milliards d'euros d'avoirs russes qui ont été gelés par l'UE depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Pourquoi, me demanderez-vous? Oui. D'après le Parisien aujourd'hui en France, pour pouvoir se servir de cet argent russe, il faudrait d'abord pouvoir le confisquer, c'est-à-dire passer par des procédures juridiques présentées comme complexes et non dénuées d'effets indésirables. Le journal rappelle toutefois, Damien, qu'en attendant de trancher sur le sujet, les Européens ont déjà utilisé les intérêts qui sont produits par ces avoirs russes pour financer le soutien militaire à Kiev, notamment pour appuyer un prêt de 50 milliards de dollars fourni par le G7. Voilà, l'Europe tente de se mettre en ordre de bataille, mais Hélène, les obstacles, ils sont nombreux. Et Politico relève que le sommet d'hier a apporté beaucoup de promesses, mais peu de réponses concrètes. Selon la version européenne du site américain, tout porte à croire que la réunion de ce jeudi sera effectivement un moment crucial, avec la possibilité d'une annonce historique sur les budgets de la défense, mais que cela ne sera pas facile, étant donné que certains dirigeants, dont le Premier ministre hongrois Viktor Orban, soutiennent davantage, je cite, le président russe Vladimir Poutine que n'importe quel plan visant à défendre l'Europe contre lui. L'Europe a beaucoup à faire avant de pouvoir exercer une influence réelle sur un accord de paix en Ukraine. C'est ce qu'indique également ce matin le quotidien britannique The Guardian. La presse britannique qui évoque également son inquiétude face à la passivité du Congrès américain vis-à-vis de Donald Trump et de sa politique. Oui, le Financial Times explique cette passivité par la faible majorité dont disposent les Républicains à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, mais aussi par le fait que le Parti républicain américain ne serait plus une formation politique normale, comme en témoignent, selon le journal, plusieurs législations proposées par des élus américains républicains ces dernières semaines. Le journal cite notamment l'initiative d'une élue de Floride souhaitant que le Congrès, Damien, adopte une résolution ajoutant une statue de Trump au mont Rushmore pour rendre, je cite, hommage à son héritage imposant, ou encore le projet peut-être moins farfelu d'un représentant du Tennessee proposant de modifier la Constitution pour permettre à Trump de briguer un 3e mandat afin qu'il ait, je cite toujours, le temps de redonner sa vraie grandeur à l'Amérique. Ben voyons, le Congrès américain, que le nouvel exécutif s'emploie de son côté tout simplement à contourner en ce moment. Le New York Times fait état de la déclaration samedi du secrétaire d'État Marco Rubio invoquant la nécessité d'une autorisation d'urgence pour contourner le Congrès et envoyer 4 milliards de dollars d'armement à Israël. Le quotidien américain précise que ce contournement du processus d'approbation par le Congrès pour l'envoi d'armes vers l'État hébreu est le 2e en un mois. Cette attitude de l'administration Trump envers le Congrès est jugée d'autant plus préoccupante que le flou persiste sur les objectifs réels du gouvernement israélien qui menace désormais d'intervenir directement en Syrie dans la ville de Jaramana, c'est à la périphérie de Damas. L'Orient le jour, le quotidien libanais cite les récentes demandes de Benyamin Netanyahou appelant l'armée israélienne à se préparer pour défendre un village druze
dans le sud de la Syrie, après que les forces syriennes ont lancé une opération de sécurité dans cette région, des menaces que le quotidien libanais relie, je cite, à la rhétorique bien connue de l'État hébreu sur une supposée alliance des minorités. Hélène, on ne va pas se quitter là-dessus. Sans transition aucune, et parce que vous le valez bien, et peut-être histoire aussi de changer un peu les idées, Damien, je vous propose de jeter un cil au journal local La Voix du Nord, qui revient sur un événement, je cite, attendu et retransmis à travers le monde entier, le championnat du monde du cri de la mouette, désormais bien connu de nos téléspectateurs. Oui. C'était hier à Dunkerque, dans le nord de la France, à l'occasion du célèbre carnaval. Un nouveau champion a été sacré, il s'appelle Michel Polnareff. Et sa ressemblance avec Michel Polnareff, un chanteur extrêmement populaire ici en France, est, ma foi, assez criante. Je vous laisse l'écouter. Voilà, Michel Polnareff qu'on avait pu voir au début de ces images, mais il avait de sévères concurrents. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Et chaque année, on consacre toujours une page à ce carnaval de Dunkerque qui va se poursuivre. Un reportage à présent, toute autre chose. On part